Eh bien, bonjour à tous et à tous. On est vraiment très heureux de vous retrouver et de passer cet après-midi avec vous pour un nouveau cycle de webinaires Tous Mobiles. Des webinaires qui s'inscrivent, je vous le rappelle, dans le cadre de la démarche initiée par le laboratoire de la mobilité inclusive avec le soutien du ministère de la Transition écologique. C'est le 9e épisode aujourd'hui et nous allons le consacrer à un sujet transverse, celui de la mobilité et de l'urbanisme. Mobilité solidaire et urbanisme, quel levier d'action pour un territoire plus inclusif? Alors évidemment, ce lien entre mobilité et urbanisme n'est pas nouveau. Finalement, quand on parle d'urbanisme et de mobilité, on parle souvent des deux facettes d'une même médaille. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Je vous les présenterai dans un instant. Mais pour introduire ce webinaire, je vais laisser la parole à Sandrine Deboraz, qui est responsable innovation chez Transdev et qui est membre du LMI. Bonjour Sandrine. C'est vous qui pilotez la construction collective de nos webinaires Tous Mobiles depuis le début. Je vais vous laisser nous expliquer d'abord pourquoi cette problématique de l'urbanisme au sein du labo est un sujet qui nous semble important. Et puis pour celles et ceux qui ont l'habitude aussi de nous suivre, pourquoi finalement ce rendez-vous est un petit peu différent dans sa construction et dans sa philosophie. Je vous laisse la parole. Oui, merci Francis. Bonjour à tous. J'essaye de faire rentrer tout le monde en même temps. Je vais essayer de ne pas trop être perturbée. Alors oui, effectivement, on a choisi de travailler cette question-là. Évidemment, vous le savez tous, la mobilité, elle peut difficilement s'entendre ou se développer sans penser aux questions de logement, d'urbanisme, d'aménagement. Et c'est vrai que le lien entre la mobilité, l'habitat et l'urbanisme a beaucoup été travaillé. C'est un sujet qui est assez vaste. Et la question qui s'est posée, c'est finalement comment on pouvait le travailler au sein du laboratoire de la mobilité inclusive sous ce prisme de la mobilité solidaire. Et pour aborder cette question, on a fait le choix, alors toujours de croiser les regards, d'avoir des témoignages variés, mais vous n'allez pas retrouver les deux rubriques qu'on a habituellement sur nos webinaires, avec la rubrique Agir et la rubrique Comprendre, avec des témoignages de porteurs d'action. On a plutôt choisi de travailler autour de quelques grandes questions qu'on a essayé d'identifier. Il y en a d'autres qui vont certainement apparaître au gré des interventions de nos intervenants. La première question, finalement, c'est celle du lien, évidemment, entre la mobilité et l'urbanisme, notamment pour mettre en évidence les enjeux que peut revêtir cette question, notamment les enjeux liés à l'accessibilité, comment cette question elle est prise en compte dans la planification urbaine, dans les projets d'aménagement. Une autre grande question, c'est finalement la manière dont les collectivités, les territoires peuvent se saisir de ce sujet-là, de cette question-là, pour essayer de rendre les territoires plus inclusifs. Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des réflexions particulières qui sont mises en œuvre pour essayer d'apporter des réponses et faire en sorte que les territoires soient plus inclusifs? Comment les collectivités repensent l'accès aux services, l'accès aux emplois? Il y a évidemment derrière tout ça aussi la question de la proximité et finalement, pourquoi pas se poser la question finalement de gommer cette problématique de la mobilité en travaillant le sujet de la proximité. Et puis, de manière peut-être un peu ouverte, presque prospective, ce qu'on a vu aussi en préparant ce webinaire, c'est que finalement, il y avait peut-être plus de questions que de réponses. En tout cas, beaucoup de réflexions et c'est aussi ça qui va transparaître pendant cette heure et demie avec vous, finalement, autour de quelques questions sur les réflexions qui sont encore à mener, qui seraient à mener pour faire que les territoires soient plus inclusifs en matière de mobilité et d'urbanisme. Voilà, donc on espère que cette nouvelle formule vous plaira et pourra vous apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup Sandrine, et puis on vous retrouvera tout au long de ce rendez-vous et à la fin du rendez-vous, puisque vous allez nous transmettre les questions, et là je m'adresse à tous les participants. N'hésitez pas dans l'onglet conversation à pouvoir noter les questions que vous souhaitez poser à nos invités, et puis Sandrine, n'hésitez pas aussi dès qu'il y a des questions pertinentes à intervenir pour les poser au cours de ce webinaire. Enfin, sachez, comme nos précédents webinaires, que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver ce numéro en replay à la fois sur la chaîne YouTube du LMI et sur celle de France Mobilité. Pour ouvrir ce webinaire, je vous demande d'accueillir Caroline Galaise. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Vos travaux
porte sur la mobilité, mais aussi sur la ville, l'urbanisme, l'habitat, les inégalités d'accès à la ville et leurs liens avec les politiques urbaines. C'est sur cette vision évidemment transversale que nous avions envie de vous entendre. Peut-être une première question introductive à votre propos. Quelles sont, selon votre point de vue, les principales problématiques qui se posent justement sur ces enjeux croisés de mobilité et d'urbanisme? Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce webinaire. Et voilà, donc moi je voulais essayer de... c'est un sujet évidemment extrêmement vaste, donc il a fallu que j'essaye de ramasser un peu mon propos. Et ce que je vous propose de faire dans cette introduction, c'est de revenir un peu sur la manière dont... j'ai pu voir évoluer un peu les problématiques qui se posaient par rapport à la question de la régulation de la mobilité depuis à peu près le milieu des années 90, où j'ai commencé ma carrière de chercheuse, à ce qui se passe depuis, on va dire, maintenant une dizaine d'années. Autour de ces questions-là. Et moi, ce qui me semble le plus important, en fait, et ce sur quoi je vais beaucoup insister dans cette introduction, c'est de penser ensemble les enjeux sociaux et environnementaux de cette régulation de la mobilité quotidienne, c'est-à-dire partir, en fait, de ce que moi j'appelle un dilemme de la régulation de la mobilité, c'est-à-dire considérer que la mobilité, c'est à la fois une ressource essentielle pour accéder aux aménités, notamment à l'emploi, mais pas seulement, hein, aux services, aux aménités environnementales, etc. Mais c'est aussi, dans ces pratiques, quelque chose qui pèse lourd dans le bilan environnemental. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une urgence écologique, hein, et face à cette nécessité d'intervenir de manière volontariste sur la réduction des besoins de déplacement. Mais le dilemme, c'est que dans le même temps, on ne doit pas aggraver les questions, les inégalités sociales face à la mobilité, donc ne pas, disons, diminuer l'accès aux aménités des personnes. Donc c'est pour ça que pour moi, les enjeux se posent de manière extrêmement globale. Et pour le dire simplement, il faut sortir d'une approche qui serait purement sectorielle de cette problématisation. Et pour aller vers une appréhension en fait d'un processus qui est en réalité systémique et chercher des moyens d'agir qui ne soient pas limités au seul domaine des transports et de la mobilité. Donc je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne ou si vous voulez si vous avez une autre question à me poser, mais voilà, moi je voulais simplement, peut-être, dites-moi, sinon Non, allez-y, je vous laisse finir votre propos et après on enchaînera. De toute façon, vous resterez avec nous tout le temps de ce webinaire pour répondre. Voilà. D'accord, très bien. Donc en fait, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est cette question, donc ce dilemme de départ. Et pour approcher ce dilemme, moi, je propose d'étudier un processus que j'appelle le processus de dépendance à la mobilité, qui a débuté évidemment il y a longtemps, dès la démocratisation des modes de transport rapides, mais qui s'est renforcé évidemment ensuite avec l'essor massif de l'automobile notamment. Et donc ce processus, au cœur de ce processus, il y a d'abord l'amélioration des conditions de déplacement donc, qui a été continue depuis la fin des années 50, et notamment l'amélioration de la vitesse de déplacement qui a entraîné alors, des choses qui sont très bien connues sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais une transformation à la fois spatiale et sociale des espaces habités, avec notamment un phénomène d'étalement urbain et de disjonction entre des lieux d'emploi et lieux de résidence. Alors, dans ce processus, ce qui est important de noter, c'est que la vitesse, c'est certes un facteur important, mais ça n'est pas le seul facteur de transformation sociale et spatiale. De manière générale, on peut noter que la mobilité
est devenu une espèce de norme dans nos sociétés, c'est-à-dire que on va dire que le montant des pratiques de mobilité qui est considéré comme normal n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières décennies. Donc, on pourrait donner beaucoup d'exemples, hein, au-delà de cette, on va dire, de cette évolution, de cette transformation des espaces habités, donc notamment en termes d'étalement, qui va nécessiter des besoins de déplacement à la fois plus longs, plus fréquents, etc. Mais on pourrait noter de manière plus globale que dans d'autres sphères, notamment, je prends l'exemple de la sphère professionnelle, eh bien, l'invitation à être mobile, à se déplacer, est devenue également de plus en plus marquée. Donc, finalement, cette norme de mobilité s'accompagne d'un grand nombre d'injonctions à être mobile, et progressivement, l'ensemble des acteurs publics et privés ont en fait intégré dans leur stratégie ces capacités de déplacement toujours améliorées des personnes. Donc, on peut mieux comprendre la manière dont finalement, non seulement les espaces habités se sont réagencés autour de ces conditions de mobilité, mais plus généralement l'ensemble en fait des stratégies des acteurs publics et privés. On pourrait donner, pour exemple, eh bien, l'évolution, par exemple, de la géographie des services publics, des services collectifs, qui notamment se concentrent dans des grandes agglomérations, par exemple. On pourrait penser notamment aux services de soins et aux services hospitaliers, mais dont les conséquences en termes de conditions d'accès effectives à ces services, finalement, renvoient à une augmentation probable des besoins de déplacement. On pourrait citer également l'offre commerciale qui s'est énormément développée, notamment en France et notamment en périphérie des agglomérations. Mais on pourrait également citer les politiques de logement et qui favorisent l'accès à la propriété individuelle, et notamment les aides tels que les prêts à taux zéro qui ont favorisé l'acquisition de logements en périphérie des agglomérations. Donc tout ça pour dire, alors je vais pas évidemment, c'est un processus très complexe et là je suis en train de caricaturer un peu les choses, mais tout ça pour dire que c'est un processus systémique et que les conséquences de ce processus sont de divers ordres. Alors à l'échelle globale, elles entraînent une augmentation des nuisances et notamment des émissions de polluants, de gaz à effet de serre, etc. Donc liées à cette augmentation des circulations et des mobilités. Et puis à l'échelle individuelle, la dépendance à la mobilité, finalement, elle peut être mesurée par deux types on va dire, de préjudices. D'une part, pour les personnes qui ne sont pas mobiles, difficilement mobiles, eh bien, cette transformation sociale et spatiale des espaces, elle induit des pertes d'accès en proximité. Et puis, pour des personnes qui sont mobiles, mais qui sont très fortement contraintes dans leur déplacement, eh bien, elle induit des difficultés qui peuvent être de divers ordres, financières, en termes de confort, en termes d'organisation de la vie quotidienne, on va dire, de la vie même familiale. Et en cas d'augmentation des coûts de déplacement, eh bien, on assiste à des problèmes qui peuvent être très importants en termes de conséquences individuelles de cette dépendance à la mobilité. Donc, peut-être je termine pour mon propos pour essayer d'ouvrir des discussions qui vont être très intéressantes. Donc, je pense, pour terminer, qu'il est urgent, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, de réfléchir de manière très globale à toutes ces problématiques transversales, en fait, autour de la régulation de la mobilité quotidienne. Et donc, cela implique de sortir, encore une fois, d'une approche sectorielle qui adresserait les problèmes d'accès aux aménités et d'accessibilité aux ressources uniquement aux politiques de transport et de mobilité, mais bien de réfléchir à la manière dont des politiques dans le champ de l'urbanisme,
dans le champ du logement, dans le champ même des politiques d'aide sociale, permettent en fait de répondre et d'accompagner cette nécessité de réguler les besoins de déplacement. Et donc, juste pour vraiment finir, moi, je plaide pour une interrogation en fait du droit à la mobilité, qui est, disons, évidemment absolument nécessaire pour prendre en compte les situations individuelles de manque d'accès à la mobilité, mais qui ne permet pas finalement de prendre en compte et d'interroger les facteurs qui génèrent les besoins de déplacement, c'est-à-dire qui prend les besoins pour un fait acquis ou qui regarde plutôt du côté du manque de mobilité, mais qui n'envisage pas les choses du côté on va dire de mobilité très contrainte, encore une fois, et qui, en cas d'augmentation du coût de la mobilité, peuvent être remises en cause. C'est un peu ce qu'on a évidemment connu au du mouvement des Gilets jaunes en France. Donc voilà, donc je pense que des leviers d'action, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, et que ça impose en fait de réfléchir, de se mettre dans la perspective dans laquelle je pense nous nous trouvons aujourd'hui, où finalement il faut agir sur la réduction de la demande de déplacement, sur la question des besoins de déplacement, et en se plaçant dans cette vision, dans cette problématique, on trouvera de nombreuses manières d'agir effectivement sur la mobilité. Merci beaucoup, Caroline Gallès, d'avoir ouvert ce webinaire avec déjà beaucoup de pistes d'interrogation et déjà quelques questions. On y reviendra, et puis restez avec nous pour intervenir aussi en complément de nos invités, des invités de notre table ronde que je vais tout de suite vous présenter. Guillaume Arsac, référent mobilité à l'agence EPUR, agence d'urbanisme de la région stéphanoise. Pierre Taillant, économiste à l'ADEME, référent au NPE. Roselyne Conan, directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Christophe Ferreira, chargé de développement social et urbain à l'APES, groupe Action Logement. Victoria Barzuto, responsable recherche évaluation, association Territoire Zéro Chômeur, longue durée. Voilà donc, nous allons ouvrir cette table ronde avec ces différents regards croisés. Et si vous le voulez bien, je vous propose de débuter ce tour de table en nous intéressant au lien justement entre urbanisme et mobilité. Avec vous, Guillaume Arsac, bonjour. Bonjour. Je vous le disais, vous êtes référent mobilité à l'EPUR, agence d'urbanisme de la région stéphanoise. Question identique finalement pour commencer à celle que j'ai posée à Caroline Gallès en ouverture. Quelles sont finalement, du point de vue d'une agence d'urbanisme, les principales problématiques qui se posent sur justement ces enjeux croisés de mobilité et d'urbanisme? Alors bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation sur ce riche sujet. Alors effectivement, une agence d'urbanisme, a priori, est l'un des acteurs un peu au centre des problématiques qui nous réunissent cet après-midi. En deux mots, une agence d'urbanisme, c'est une structure d'ingénierie territoriale, partenariale et mutualisée. Alors derrière ces mots, ça veut dire qu'on a un statut associatif, c'est l'État qui a créé les agences d'urbanisme à la fin des années 60. Donc avec un statut associatif, on essaie de mutualiser les besoins d'études sur les territoires des grandes agglomérations de France. Pratiquement toutes les grandes villes de France et leur métropole ou leur agglomération disposent d'une agence d'urbanisme. Les piliers du travail et du rôle des agences d'urbanisme à Saint-Étienne comme ailleurs, il y en a sans doute trois. Le premier, c'est d'observer et partager, c'est-à-dire collecter le maximum de données, les restituer sous forme de publications, sous forme de bases de données, de webinaires, de séminaires. Que nous aussi, on peut être amené à proposer et animer sur le territoire, y compris évidemment sur les questions de consommation foncière, de dynamique de l'habitat, d'évolution des mobilités sur les territoires. Le deuxième grand pilier, c'est planifier et projeter. Planifier l'urbanisme au travers d'un SCOT, d'un PLU, aujourd'hui d'un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, des PDU devenus récemment des plans de mobilité, PDM. Donc évidemment que c'est ici une question centrale pour essayer de planifier l'action publique au service des adhérents de l'agence d'urbanisme que sont les collectivités territoriales, les métropoles, les communautés d'agglomération, etc.
d'essayer d'avoir ce regard sur cette image d'Épinal finalement de l'urbanisme et des mobilités, vieille image d'Épinal et pourtant des enjeux sans cesse renouvelés. Je ne veux pas paraphraser les propos de Caroline Gallez à l'instant, mais effectivement on voit bien que sur ces questions de dépendance à la mobilité, d'injonction, le tout dans une logique d'étalement urbain et d'allongement finalement des distances à parcourir, on est sur évidemment des enjeux qui se renouvellent. Le troisième grand pilier, c'est l'aide à la décision et à l'animation, portant évidemment sur le conseil aux collectivités par rapport à des projets de transport, des projets d'équipement, des projets de développement urbain. Et alors, par rapport à cette question justement du lien finalement entre urbanisme et mobilité, sans basculer dans trop de chiffres, je voulais quand même vous livrer ici quelques chiffres issus d'un travail qu'on a réalisé à l'échelle du département de la Loire en 2019 et que d'ailleurs vous pourrez retrouver dans une publication en accès libre sur le site de l'agence de Saint-Étienne. Un actif ligérien, habitant du département de la Loire, donc département de la Loire centré sur les villes de Saint-Étienne et de Roanne, son revenu disponible médian en 2019, c'était 19 700 €. Sur ces 19 700 € de revenus disponibles, il faut enlever en dépenses annuelles par logement à peu près 1 650 € pour toutes les questions de chauffage du logement. Et il faut enlever par actif, donc par personne majeure appelée à se déplacer, une dépense de mobilité annuelle qu'on a estimée, après tout un tas de calculs, environ 3 900 € par actif. Ça veut dire, c'est le dernier chiffre que je vous livre comme ça un peu dans cette entrée en matière, mais qui me semble extrêmement important et qui fait le lien notamment avec les enjeux sociaux, financiers, gilets jaunes que Caroline Gallez évoquait à l'instant. On en a conclu que dans le département de la Loire, 22% de la population avait un reste à vivre de moins de 10 000 € par an. Pour tout le reste, une fois que les dépenses de logement, de chauffage et de mobilité étaient retranchées finalement du budget. Donc, autant se dire qu'effectivement, cette injonction à la mobilité, on se déplace rarement par plaisir au quotidien pour aller travailler, étudier, consommer, etc. Dans des contextes d'augmentation des distances, de concurrence aussi territoriale, d'une commune à une autre, chaque commune dans son PLU, dans son intercommunalité, étant amenée à accompagner, amplifier parfois un peu ces mouvements de localisation et d'étalement, voilà, sans entrer dans des approches trop binaires, intéresse beaucoup les structures d'études et de planification que sont les agences d'urbanisme. Et je veux bien qu'on continue d'ailleurs sur ces questions, vous le disiez, d'impact que peut avoir justement le budget d'un ménage sur le choix de la localisation d'habitation, sur les modes de transport au quotidien. Votre agence avait développé un outil qui permet justement de calculer l'impact budgétaire de son logement et de son déplacement en fonction de son lieu d'habitation. Il s'appelle IMOB. Est-ce que vous pouvez rapidement nous le présenter? Oui. Effectivement, par rapport au domaine de compétences finalement et d'intervention classique d'une agence d'urbanisme, on a été amené un peu de recherche-développement et d'un compagnonnage avec Francis Bossir à l'époque, a initié un projet donc porté par Épure et financé dans le cadre, alors initialement financé par le programme de recherche Prédit 4, de créer un outil en ligne disponible pour tout un chacun sur e-mob.fr, IMOB, de pouvoir simuler effectivement les évolutions de la situation d'un ménage, alors résidant d'abord dans le sud de Loire, donc dans le sud du département de la Loire, la région stéphanoise, et y ayant un projet immobilier, en ayant agrégé finalement et simplifié au travers d'un calculateur en ligne une méthodologie qui permet aux ménages de renseigner de manière plus ou moins détaillée ses coûts. C'est-à-dire que les statistiques que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, il existe tout un tas d'outils de simulation de budget des ménages. Il nous semblait à l'époque, tout ça nous emmène au début, au milieu des années 2010, il nous semblait important de pouvoir territorialiser, ancrer finalement la situation de projets immobiliers et de projets de mobilité aussi d'un ménage en région stéphanoise avec des vrais chiffres entre guillemets, c'est-à-dire sortir finalement du côté
un peu désincarné. Et alors, selon le niveau de connaissance du ménage de son projet, on peut soit être extrêmement précis dans la manière de remplir l'outil, soit au contraire prendre des moyennes. Mais en tout cas, l'idée, c'était justement de pouvoir informer les ménages sur, de l'impact de leur projet immobilier sur leur budget par rapport à leur choix de localisation résidentielle et de leur mode de transport au quotidien. Alors, évidemment, avec un enjeu tout particulier, c'est d'essayer d'éviter de dire, quel que soit votre lieu de résidence, vous prendrez les transports publics, vous serez vertueux et tout ira bien. C'est évidemment de croiser ça avec toutes les bases de données et les systèmes d'information géographique qui permettent de savoir s'il y a réellement ou pas une offre de transport alternative à la voiture individuelle. Pardon. Et puis le dernier enjeu, évidemment, c'est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Il est rare qu'un ménage à Saint-Étienne ou ailleurs ait directement conscience et un intérêt immédiat à cette question des polluants, de la consommation énergétique. Pour autant, il nous semblait particulièrement important dans les années 2000 et a fortiori désormais dans les années 2020 que d'avoir bien cette entrée sur le budget des ménages à partir de la mobilité, des frais de chauffage, des distances à parcourir, etc. Mais également cette attention portée à l'émission de gaz à effet de serre. Donc cet outil a été créé en 2014 à l'échelle de la région stéphanoise d'abord, et puis au travers de partenariats et de cofinancement. Hein, je signalais le Prédit et l'ADEME au lancement de l'outil, a été progressivement étendu en 2018 au nord du département de l'Isère, hein, autour des communautés de l'agglomération de Porte de l'Isère, c'est-à-dire l'île d'Abo, Bourgoin-Jallieu, et puis également côté Vienne, Vienne agglomération, financé par le programme Pendora, donc avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et le syndicat des mobilités des territoires de l'aire métropolitaine lyonnaise. Et puis plus récemment étendu au territoire de l'ensemble de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de l'agglomération de Vienne-Condrieu, et puis également au nord du département de la Loire, pour couvrir un territoire somme toute assez vaste. On a d'ailleurs sur la diapositive suivante, voilà, pour être un tout petit peu moins aride, un bout de carte pour vous donner à voir aujourd'hui sur quelle ampleur territoriale finalement cet outil est disponible. Hein. Cet outil IMOB existe donc sur ce territoire centré sur Saint-Étienne et Lyon et leur périphérie. Juste un mot aussi pour se dire que ce n'est pas le métier d'une agence d'urbanisme en tant que telle que de créer cet outil et encore moins, j'allais dire, de le faire utiliser aux gens. Or, c'est pourtant bien l'enjeu d'un tel outil. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre des partenariats, un certain nombre de structures de conseil ont été sollicitées. 7 d'entre elles ont donné suite. Et aujourd'hui, sur les territoires là, qui sont couverts sur cette carte, peuvent offrir à leurs usagers l'utilisation de cet outil avec une aide à la manière de remplir ce calculateur. Action Logement, l'ADIL local, un centre social, une mission locale, un bailleur et un PLI, un programme local d'insertion par l'économie. Donc, c'est relativement peu d'acteurs, mais c'est quand même un début de partenariat qui a été engagé pour essayer de faciliter l'utilisation. Parce que c'est peut-être le dernier mot que j'aurai sur la présentation de cet outil. J'allais dire qu'aujourd'hui, techniquement et institutionnellement, le projet est abouti. Le calculateur est en ligne, il est régulièrement mis à jour, amélioré, hein, notamment par rapport au barème de coût de l'énergie, des logements, pour le chauffage, de la mobilité. On sait qu'en ce moment, c'est une variable qui évolue. Voilà. Pour autant, en 2021, et malgré, j'allais dire, l'ampleur géographique du déploiement de l'outil, on a eu globalement sur cette plateforme à peu près 2200 visiteurs différents qui ont été amenés à remplir 135 projets immobiliers. Donc, ce n'est pas inintéressant, mais autant vous dire que l'enjeu de connaissance et d'utilisation par le grand public de cet outil qui cherche justement pas qui cherche à sortir un peu des images d'Épinal un peu binaires, hein, en disant voilà, vertueux, pas vertueux, périurbain ou urbain central, en essayant de dépasser finalement cette approche un peu trop binaire des choses. On a créé cet outil, il a le mérite d'exister, mais clairement, il y a un enjeu de partage et d'utilisation par les premières cibles, que sont finalement les personnes vivant ou souhaitant vivre sur le territoire. Merci Guillaume pour cette présentation. J'ai encore une petite question sur votre outil. N'hésitez pas, hein, je le dis à tous les intervenants, vous pouvez appuyer avec la petite main levée sur réaction si vous voulez apporter des précisions aux interventions des uns et des autres. Est-ce que, Guillaume, les collectivités
se sont emparées de cet outil? Parce qu'on imagine bien que pour les collectivités, ça peut être un outil justement de planification et d'information intéressant. Et plus globalement, ma question, c'est finalement comment les collectivités réfléchissent pour rendre leur territoire plus inclusif? Quelles réponses elles apportent, vous qui êtes dans cette observation avec votre agence d'urbanisme? Alors, globalement, oui, un certain nombre de collectivités se sont montrées intéressées, tout particulièrement Saint-Étienne Métropole, hein, qui était communauté d'agglomération, puis qui est aujourd'hui une vraie métropole, entre guillemets, sur le territoire, et qui, de longue date, a cofinancé et apporté le développement de cet outil. Donc, il y a bien un intérêt et un relais de partage autour de l'existence de l'outil et plus généralement de la manière de réfléchir finalement à ces interactions pour le budget des ménages sur le territoire entre leurs coûts d'énergie, de chauffage, de logement, leur localisation résidentielle, d'emploi, etc. Je vais quand même me permettre une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, si vous me permettez l'expression, dans le sens où c'est très ambigu finalement la mise à disposition de ces outils-là, parce qu'elle révèle aussi un certain nombre d'impossibilités de desserte. C'est-à-dire que au-delà de certains projets résidentiels, certains morceaux du territoire, dans la métropole stéphanoise, mais surtout dans les périphéries, en dehors de la métropole stéphanoise, sont pas ou très peu desservis par des voies vertes, par des réseaux de transport publics, urbains, suburbains, ferroviaires, routiers, etc. Et donc, vis-à-vis de cela, il y a une forme de difficulté à mettre le doigt finalement sur ce qui peut faire mal, c'est-à-dire que les distances entre lieu de résidence et lieu d'emploi continuent à être de plus en plus longues dans des mobilités du quotidien qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus contraintes et surtout de plus en plus coûteuses, avec des situations qui n'existaient pas avant en région stéphanoise, des situations d'engorgement routier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé peut-être plus récemment à Saint-Étienne que dans d'autres métropoles de France, mais qui aujourd'hui est bien là. Et donc, par rapport à cela, voilà, on a quand même une position un peu délicate. Cela étant, ça aide quand même à la décision, et je vous livre un dernier chiffre. Le dernier. Ça aide quand même aussi à réfléchir, puisque aujourd'hui, hein, avec les outils SIG et puis les calculateurs que j'évoquais, on a pu voir qu'à l'échelle de Saint-Étienne Métropole, par exemple, on a globalement 80% de la population à moins de 500 mètres d'une ligne de transport public desservie au moins toutes les 30 minutes en journée. Donc, il y a bien une aide à la décision sur les localisations, les ouvertures à l'urbanisation. Mais, encore une fois, et je m'en tiendrai là, on est bien quand même sur une difficulté finalement par rapport aux enjeux de développement d'une commune à une autre à l'échelle d'un grand territoire de 400 000 habitants en ce qui concerne la métropole stéphanoise. Merci Guillaume. Sandrine, y a-t-il des questions? Oui, justement, c'est pour ça que j'avais rouvert la caméra. Il y a un certain nombre de questions. Alors, j'ai vu que Caroline était en train de répondre aux premières, donc on va laisser les réponses dans le chat. Par contre, il y a un certain nombre de questions, effectivement, sur l'outil IMOB. Une des dernières qui est apparue, c'est est-ce que cet outil est adapté à toute taille d'agglomération et pas seulement les agglomérations les plus denses? Je vous laisse répondre, mais je pense qu'avec les exemples que vous avez cités, on est parfois sur des territoires qui ne sont pas nécessairement très denses. Oui, en effet, hein, l'idée de créer ce calculateur et cette interface, c'est de pouvoir la dupliquer et l'appliquer à des territoires assez différents. Entre les périphéries stéphanoises ou même des communes relativement rurales, relativement excentrées, ou le cœur métropolitain stéphanois, on est bien sur des typologies de logements, de motorisation des ménages, etc., extrêmement diversifiées. Dans la mesure où les bases de données existent quelque part, cet outil est duplicable. Et à ce titre-là, par le biais de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, on a contribué à amorcer je sais pas comment dire ça, des bébés IMOB, qui s'appellent du coup pas forcément IMOB dans d'autres territoires couverts par des agences d'urbanisme, pour essayer de dupliquer cet outil-là. Puisqu'encore une fois, nous, notre intérêt, il n'y a pas évidemment en tant qu'agence d'urbanisme et d'une structure d'ingénierie mutualisée, on ne cherche pas à être propriétaire ou à vendre quoi que ce soit là-dessus. Donc, un certain nombre d'agglomérations, parfois, et en général d'ailleurs plus petites que la métropole stéphanoise, et disposant d'une agence d'urbanisme, ont récupéré le cœur du calculateur pour pouvoir l'appliquer à leur territoire. Et après, le principe, c'est que
chacun de ces outils, quand il existe, mène sa vie propre. Encore une fois, il n'y a pas de trust caché derrière, c'est pas du tout l'esprit, mais en tout cas, tant que les bases de données existent, localement, ça enrichit l'outil puisque ça permet aux ménages d'avoir des vrais chiffres, hein. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se confronter à la réalité au plus proche des besoins de mobilité et des coûts pour les ménages, coûts résidentiels, coûts de mobilité, coûts d'énergie, chauffage. Quand les données locales n'existent pas, on peut toujours prendre des données nationales ou régionales. L'ADEME, par exemple, fournit tout un tas de statistiques et de données d'année en année qui permettent quand même, sur les motorisations, sur les chauffages, de pallier parfois l'absence de données locales précises. Merci beaucoup, Merci. Guillaume. On va poursuivre d'ailleurs cette conversation sur ce même thème, sur ce rôle des collectivités pour rendre le territoire plus inclusif. Avec vous, Pierre Taillant, bonjour. Vous êtes économiste à l'ADEME, membre du LMI, on vous connaît bien dans nos webinaires, référent de l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE. La question du diagnostic territorial est primordiale, mais les collectivités sont-elles assez informées justement sur ce sujet complexe? Vous travaillez à l'ONPE sur cette problématique, Pierre. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. On a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je voulais peut-être, avant de parler de l'outil qu'on a développé à l'ONPE, revenir sur quelques-uns des concepts qui ont été évoqués, qui nous ont amenés à développer cet outil. Finalement, on a beaucoup parlé ici de cette notion de coût résidentiel. Hein, l'outil, notamment IMOB, qui a été proposé par Epure et qui a exposé Guillaume Carsac. Notion de coût résidentiel, c'est-à-dire les conséquences d'un choix de localisation sur l'ensemble des coûts du logement et de la mobilité. Chacun, logement et mobilité étant composés de coûts fixes et de coûts variables. Ce qu'on peut voir, c'est que ce coût résidentiel, il a quand même beaucoup augmenté. Je ne sais pas, ces 20 dernières années, notamment à la suite de la hausse des prix de l'énergie, du logement, on l'a dit, de l'allongement des distances côté mobilité, notamment avec cet allongement des distances domicile-travail. Et donc voilà, si je synthétise déjà ce qui a été dit, c'est que il faut traiter ces postes de dépenses, en tout cas ensemble. Enfin, dans la mesure du possible, réunir ces informations pour pouvoir impliquer des choix de décision et publics et privés plus pertinents pour les traiter ensemble. Et donc, toute la difficulté pour les collectivités, ça va être de rendre visible aussi les personnes qui se trouvent en situation de difficulté, en situation de précarité. Sachant qu'on le sait bien, les ménages, ces décisions qu'on a impliquées de choix de localisation du logement, de la mobilité pour les ménages, ce n'est pas un calcul optimal de coûts et de bénéfices d'un côté, mais c'est souvent un résultat d'arbitrage interne aux ménages qui sont dans tous les cas forcément sous-optimaux. Donc l'objectif pour un décideur public ou pour les politiques publiques, ça va être d'être éclairé sur ces aspects. Et d'ailleurs, on pourrait parler de coûts résidentiels privés pour les ménages et de coûts résidentiels publics presque pour la collectivité, pour voilà, quelles sont les infrastructures ou les actions qu'il va falloir développer du côté du logement ou de la mobilité, du côté des collectivités. Alors nous, du côté de l'Observatoire national de la précarité énergétique, on a développé un outil qui s'appelle Géodip, qui couvre le territoire métropolitain français entier et qui permet de projeter, en quelque sorte, de cartographier sur l'ensemble du territoire à différentes mailles territoriales, en partant de la France entière jusqu'à des mailles communales, voire infracommunales, au niveau de la maille IRIS, donc des mailles d'observation territoriale assez fines, qui permet de projeter donc des indicateurs de précarité pour le logement et pour la mobilité, voire de combiner les deux, et un certain nombre d'indicateurs socio-économiques sur les caractéristiques des ménages, des logements et d'un territoire.
Donc nous, nos indicateurs, le cœur de nos indicateurs de cet outil, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort énergétique. Alors le taux d'effort énergétique du logement, le taux d'effort énergétique de la mobilité. Côté mobilité, on a choisi de ne retenir que la partie variable du coût de la mobilité voiture pour s'intéresser vraiment aux ménages dépendants de la voiture qui vont avoir des effets de restriction. Et on le voit bien hein, notamment dans les derniers chiffres de l'enquête mobilité des personnes de 2019, quand on regarde les distributions d'utilisation, notamment de possession, d'utilisation et de réalisation des kilomètres en voiture, selon les déciles de revenus des ménages, on voit bien que même à l'intérieur des déciles, qui sont souvent les déciles qui sont observés en priorité, puisque ce sont les ménages les plus contraints, on voit bien déjà qu'à l'intérieur des 3 premiers déciles, il y a des grandes variabilités, notamment entre le premier et le troisième. Et donc, si on observe voilà, les ménages les plus contraints, on voit ces phénomènes de restriction. En gros, bien évidemment, plus un ménage est modeste, moins il va être motorisé. Et lorsqu'il est motorisé, plus ces kilomètres réalisés en voiture vont être réduits vraiment pour être attribués aux motifs de déplacement essentiels du quotidien les plus contraints. Hein. Ça va être chercher un emploi ou accéder à son emploi au quotidien ou accéder à des soins et souvent des arbitrages qui vont exclure parfois une vie sociale ou des motifs de loisirs. Et ces motifs-là sont beaucoup plus développés du côté des ménages qui sont un petit peu moins modestes. Ça montre assez rapidement. Donc, pour revenir à cet outil Géodeep, notre priorité, c'était de mettre à disposition de manière gratuite. Alors, c'est sur demande, il faut se connecter. Vous avez les informations sur la slide. En priorité pour les acteurs territoriaux. Alors, il est destiné surtout aux collectivités territoriales et aux différentes agences locales, hein, territoriales, de l'énergie, de l'urbanisme, aux syndicats de collectivités, tous ces types d'acteurs. Et cet outil va leur permettre de réaliser de manière personnalisée sur leur territoire un premier diagnostic, une sorte de pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'ils vont et même sans y passer beaucoup de temps, ils vont pouvoir rentrer le nom de leur commune ou le nom de leur EPCI et générer rapidement un rapport de synthèse, notamment, qui va réunir ces indicateurs et les cartographies qui vont être associées à chacun de ces indicateurs pour pouvoir retirer ce pré-diagnostic qui va servir de base de discussion, notamment entre acteurs, entre techniciens et élus, notamment, qui va permettre aussi d'éclairer, hein, de communiquer. Alors après, le petit bémol, en quelque sorte, et la limite de ce type d'outil, c'est que c'est un outil qui est construit sur une base de données, qui est le résultat d'un exercice de modélisation, qui ne permet pas, bien sûr, de dire la vérité, hein, dans le sens où on a fait des arbitrages et des choix méthodologiques en fonction des bases de données qui étaient disponibles, des périmètres de coûts qu'on a couverts, etc. Mais voilà, notre parti pris, c'était de le mettre à disposition sur la maille de la France entière de manière générale, et surtout de pouvoir outiller les collectivités ou les acteurs territoriaux qui ne disposaient de très peu souvent d'informations. Je pense à des petites villes, à des villes moyennes, et qui n'ont pas de démarche proactive sur le sujet de la précarité énergétique. Et bien sûr, cet outil, ou en tout cas les résultats de cet outil, sont intégrés nécessairement, je dirais, dans la connaissance qu'ont les acteurs de leur territoire. Bien sûr, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ces informations doivent être rattachées à des informations aussi beaucoup plus qualitatives que peuvent avoir notamment les techniciens territoriaux. Ils peuvent aussi comparer les résultats de Géodeep par rapport à d'autres outils ou d'autres démarches qu'ils peuvent mener et compléter et nourrir la réflexion autour de ce sujet. Mais en tout cas, on le veut comme un outil qui initie la dynamique autour de l'analyse de la précarité, et c'est un véritable marchepied à travers cet outil de pré-diagnostic. Merci beaucoup, Pierre. Et quelles seraient les étapes d'après pour le développement de cet outil ?
Alors, les étapes d'après, c'est de s'orienter vers des démarches vraiment territoriales et voire de développer des outils encore plus et qui utilisent des informations beaucoup plus personnalisées, c'est-à-dire produites par le territoire. Et je pense que c'est ce que fait l'outil IMOB notamment, qui peuvent s'adapter aussi plus rapidement à l'évolution des contextes. On parle beaucoup de l'évolution assez rapide et erratique des prix des énergies, en tout cas sur la tendance haussière de ces derniers mois. Rien ne remplace bien sûr la donnée territoriale et qui est produite ad hoc, hein, c'est-à-dire sur place et utilisée. Mais dans tous les cas, moi, le message que je veux faire passer aussi, c'est que ces analyses, ces données, elles doivent être partagées et élargies aux différents acteurs territoriaux. Le message a déjà été dit par les deux premiers intervenants, mais il faut travailler vraiment à la traduction opérationnelle aussi des données, au décloisonnement des différentes politiques, à la coordination des acteurs, qu'ils soient publics, privés. On le voit bien, un outil comme l'outil d'Épure, IMOB, a besoin d'un portage, hein, d'une diffusion. Et donc, moi, j'ai envie de dire, c'est aussi des acteurs à la fois publics et privés aussi qui doivent un peu rentrer autour de la table. Enfin, moi, je pense aux acteurs du secteur immobilier, bien évidemment. Je pense aux banquiers dans la décision, pourquoi pas, d'attribuer un prêt immobilier. Ça peut être un outil qui peut être intéressant. Et bien sûr, aux acteurs de l'action sociale, de l'énergie, etc. Et donc, ça pousse vraiment à rejoindre et organiser l'ensemble de ces problématiques de manière transversale. Ça doit se faire progressivement parce que les sujets sont pas faciles. Il y a des acteurs qui doivent aussi s'acculturer à ces types d'analyses et élargir les paramètres qu'ils intègrent dans leur choix de décision. Mais on a l'impression, enfin, on a envie de dire que c'est un peu le sens de l'histoire et l'actualité, en tout cas, soutient ce type d'initiative. Merci beaucoup, Pierre, pour votre présentation. Vous parliez des acteurs du logement. On va maintenant leur laisser la parole puisqu'ils sont aussi avec nous autour de cette table. Comment choisir son logement en fonction de ces problématiques de mobilité? On va en parler avec vous, Roselyne Conan. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Votre organisme est chargé de conseiller et d'accompagner les personnes ayant un projet immobilier, que ce soit pour une location ou pour un achat de logement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est abordée justement cette question de mobilité? Quelle place a-t-elle lorsque on cherche un logement? Alors, bonjour. Bonjour. Peut-être rappeler un petit peu en quelques mots le rôle du réseau, puisque donc l'ANIL, moi je représente l'agence nationale, mais c'est un réseau, hein, c'est-à-dire que cette carte que vous voyez affichée devant vous vous montre en fait le rayonnement du réseau des ADIL, hein, qui sont présentes dans 85 départements, bientôt 86 et 87 peut-être d'ici la fin de l'année. Avec des lieux d'accueil, donc plus de 1200 permanences sur le territoire. Et notre mission est d'informer, de donner une information gratuite, experte et personnalisée sur toutes les questions logement. Donc, ces questions sont très variées, hein, vous l'imaginez. On parlait tout à l'heure de questions sur la location, de questions sur l'accession à la propriété. Et c'est en ça où l'enjeu de mobilité, il est forcément intégré à l'information que l'on apporte aux ménages qui viennent à notre rencontre, puisque je vais prendre un exemple sur un ménage qui souhaite accéder à la propriété. Il est évident que notre rôle, ce sera de l'éclairer sur l'ensemble des aides pour l'accompagner dans le financement de son projet. Mais on intégrera différentes questions auxquelles il n'avait pas pensé. Alors, on va soulever des questions de droit de la famille, on va soulever des questions de fiscalité. Alors, on pense pas, c'est pas forcément les premières questions qui viennent à l'esprit quand on va construire une maison. Et on va aussi soulever la question de la mobilité, c'est-à-dire que la personne qui s'éloigne de son lieu actuel, qui était en proximité de son lieu de travail, on va identifier justement des coûts complémentaires qu'il faut aussi intégrer à son budget, puisque devenir propriétaire, c'est payer de nouvelles charges, comme par exemple une taxe foncière, payer des travaux, entretenir un bien au-delà de ce que pouvait le faire un locataire, et bien évidemment intégrer des frais de remboursement de crédit et de prêts d'assurance emprunteur.
Et tout ça peut, effectivement, doit s'anticiper, doit se réfléchir, doit se penser. Et les frais de transport font partie justement de cette analyse globale. Et c'est vrai que l'outil qui a été présenté, IMOB, et j'espère que la DIL Loire-Haute-Loire est un large diffuseur de l'outil parce que, évidemment, c'est intéressant pour nous de pouvoir disposer de cet outil parce que du coup, on peut rendre palpable un coût qu'il faut intégrer tous les mois au budget du ménage qui va s'éloigner de son lieu initial d'habitation. Et ça, c'est important parce que notre seul et unique objectif, c'est de sécuriser le parcours logement. Que ce soit un locataire, que ce soit un accès dans la propriété, l'objectif n'est pas de le revoir dans 1 an, 2 ans, 6 ans, surendetté ou en difficulté. L'objectif, c'est que ça se passe bien et qu'il vienne juste nous voir parce qu'il a un nouveau projet. Comment elle est prise en compte, cette question de la mobilité, justement, quand vous la posez à ces personnes en termes de coûts, en leur expliquant qu'en fonction de là où ils vont choisir leur logement, leur transport leur coûtera plus cher? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré? Alors, on n'a pas d'outil intégré. Alors, on a un outil, nous, de simulation financière, hein, mais qui est là simplement pour articuler les financements locaux avec les financements nationaux, les financements qui sont, par exemple, octroyés par Action Logement, dans le cadre d'un projet d'accession à la propriété, où là, on va être plutôt sur des points de vigilance. Et si on a un outil comme IMOB qui nous permet, en plus, d'apporter une information concrète, évidemment, on apportera cette information concrète. Mais ce qui est important aussi, c'est d'évoquer, c'est qu'on va évoquer le sujet, par exemple, pour les jeunes, les étudiants qui vont se déplacer, les jeunes salariés, les alternants qui vont changer de lieu de résidence dans le cadre d'une formation, d'une professionnalisation d'études. On va les informer sur l'ensemble des aides qui sont à leur disposition, justement, dans le cadre de la mobilité. Je vais évoquer 2 exemples. Hein. Vous avez l'aide Mobili Jeune, qui est une subvention qui est destinée donc aux moins de 30 ans, qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et donc, c'est une subvention qui prend en charge une partie du loyer. Il faut être locataire du parc privé. Et il y a également des aides qui sont aussi donc, pour les jeunes dans le secteur agricole, hein, l'agri-mobilité. On donne aussi des informations sur ce sujet. Et puis, on a aussi une aide d'Action Logement qui s'appelle l'aide Mobilipass, qui est aussi une subvention hein, pour vraiment accompagner dans le cadre de la mobilité géographique. Alors, pourquoi ces aides? C'est pour faciliter l'accès à l'emploi. Évidemment, alors, j'expliquais peut-être en quelques mots en introduction quelle était notre mission, peut-être dire voilà, on a des lieux de permanence, on donne de l'information, mais on est là aussi en tant qu'on a un rôle d'observation des pratiques et des marchés, un peu un rôle complémentaire aux agences d'urbanisme. Et on porte notamment le réseau des observatoires locaux des loyers qui sont portés soit par des ADIL ou des agences d'urbanisme. Donc nous, on coordonne et on anime ces réseaux. Et on va produire de la donnée, on va produire aussi des études. Et en 2015, on avait justement, l'ANIL a produit une étude sur les conditions de logement et la mobilité des ménages actifs. Et c'est vrai que il en sortait donc quelques éléments issus des données notamment de l'INSEE, hein, où la première raison de la mobilité, c'est parce qu'on a envie de changer de logement par rapport à sa taille, par rapport à sa qualité. Et finalement, la raison professionnelle n'intervenait qu'à hauteur de 16%. Alors, ces données sont peut-être un petit peu anciennes, hein, elles seraient nécessairement à réactualiser puisque cette étude a été faite en 2015. Mais c'est vrai que le second motif de mobilité, c'était un motif personnel ou familial. Et finalement, la mobilité professionnelle n'était que le 3e motif. Donc, évidemment, c'est important d'accompagner les ménages dans leur mobilité. Alors, à la fois dans les aides qui peuvent être mobilisables, mais aussi les éclairer sur tous les enjeux, qu'ils soient financiers ou de temps. Hein, parce que, alors même si ce n'est pas palpable, mais dire qu'effectivement, il faut prévoir une demi-heure de plus pour faire garder ses enfants quand on revient du travail, ça a un coût aussi. Donc, c'est des petites choses peut-être, mais qui sont aussi importantes et intégrées dans un budget, puisque, comme je l'expliquais, notre seul et unique objectif, c'est que le parcours logement se passe bien. Et on le fait en cohérence justement avec les acteurs du territoire, parce qu'on fait partie des acteurs de l'ingénierie territoriale. Donc, c'est vrai qu'on a des rôles complémentaires. Hein, on est membre aussi de l'ONPE. Voilà, on partage voilà, tous ces questionnements avec vous hein, sur l'enjeu de la mobilité, même si ce n'est pas notre cœur de métier, mais on l'intègre justement dans l'ensemble des conseils qu'on va pouvoir apporter. Et peut-être pour conclure, quand j'évoquais le sujet des observatoires locaux des loyers,
on produit justement, on centralise l'ensemble des données qui sont produites par chaque observatoire sur notre site, observatoiredesloyers.org. Et nous publions donc une lettre d'information. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Tout ce que nous mettons à disposition est gratuit. Et on a ce site où, par exemple, on explique à un étudiant, on a une petite vidéo, il hésite entre 2 cursus universitaires et il hésite justement entre deux villes où faire ce cursus universitaire. Et grâce à cet outil, on va pouvoir comparer les niveaux des loyers du parc privé entre ces 2 villes. Et peut-être qu'il fera ce choix en fonction du prix du loyer, parce qu'il aura eu cette information. Mais peut-être qu'il va intégrer aussi le coût du déplacement entre ces 2 villes. Donc voilà, nous, on éclairera sur le sujet, le niveau du loyer, puisque se loger, c'est quand même un point essentiel du budget d'un étudiant. Et grâce à ces données qui sont complémentaires aussi des données qui sont produites dans la carte des loyers, ça permet justement d'éclairer sur un des volets du coût du logement, le logement locatif privé. Merci beaucoup, Roselyne Conon, pour cet éclairage. Quand on avait préparé cet entretien, finalement, vous me disiez qu'à la lumière de toutes vos observations, c'était finalement souvent le choix économique qui prévalait, c'est-à-dire qu'on préférait finalement un logement moins cher plutôt que d'intégrer finalement le coût de la mobilité. Vous le confirmez? C'est ça, c'est-à-dire que les esprits, enfin le profil du ménage va orienter en fait le type de choix. C'est-à-dire que quelquefois on fait un choix par défaut, c'est-à-dire qu'on fait un choix économique quand finalement on a le moins de capacité financière. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on est économiquement en capacité de payer. Quand on a un petit peu plus, je dirais, de budget, on va pouvoir, c'est comme en matière de performance énergétique des logements, quand on n'a pas le choix, on va prendre le logement qu'on peut acheter. Si on a la possibilité, on prendra un logement qui est peut-être un petit peu plus performant, un petit peu de plus grande qualité, mais voilà, le choix est souvent économique. Alors aujourd'hui, les différentes réglementations qui sont succédées, et notamment en matière de performance énergétique, d'intégration de la performance énergétique dans la notion de décence, et tous les jalons qui sont donnés justement par les textes pour rendre conforme le logement à ces nouvelles normes de performance énergétique pour les bailleurs va impliquer justement cette montée en grade, je dirais normalement, du parc locatif en impulsant les travaux pour les bailleurs. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase charnière où l'objectif, c'est justement d'accompagner ces bailleurs dans la réalisation des travaux et puis aussi les locataires, parce que finalement, faire des travaux en milieu occupé, c'est pas toujours aisé. Mais voilà, ce qu'on en conclut, c'est que le public qui vient nous voir aussi, on a beaucoup de primo-accédants, on a beaucoup aussi de bailleurs qui ont un ou 2 logements, qui ont besoin d'être accompagnés, font souvent des choix vraiment en lien avec le sujet clé qui est le facteur économique, le coût. Merci pour cette précision. On a évoqué donc depuis le début de notre rendez-vous les problématiques et les leviers d'action entre mobilité et urbanisme, mobilité et logement. Nous allons maintenant nous intéresser au lien entre l'action sociale et la mobilité, et nous allons le faire avec un acteur du logement social. Bonjour Christophe Ferreira. Vous êtes chargé de développement social et urbain à l'APES, opérateur de développement social urbain du groupe Action Logement, acteur de référence de l'Action Logement. Vous intervenez surtout en Île-de-France, dans des quartiers prioritaires de la ville, mais pas que. Première question, assez générale finalement, comment les bailleurs sociaux traitent-ils de ce lien entre mobilité et urbanisme? Bonjour à tous et à toutes. Sur le sujet de la mobilité, on a pendant très longtemps, les bailleurs se sont concentrés sur les besoins de nos locataires et on avait plutôt tendance à privilégier forcément la voiture dans nos aménagements. Là, sur une région comme la région Île-de-France, on va respecter les PLU, on va essayer de répondre à ce besoin-là. Et il faut prendre un élément de contexte, c'est que les locataires du logement social sont très souvent très attachés à la voiture comme mode de déplacement et surtout parce qu'il est un objet de représentation sociale et de liberté. Du coup, pendant très longtemps, c'est resté assez sur le devant et c'est un peu en train de changer. Donc on a de plus en plus de demandes en matière d'aménagement sur les locaux vélos.
on commence à revoir nos projets en termes d'aménagement en laissant peut-être moins de place à la voiture. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des éléments de contexte, bien sûr, qui viennent aussi s'ajouter à cela. D'une part, sur la petite couronne parisienne, la zone à faible émission qui pourrait se mettre en place à moyenne échéance. Donc avec des restrictions au niveau des voitures. Les voitures les plus polluantes vont être amenées à ne plus pouvoir circuler. On a aussi du coup le coût de l'essence qui commence aussi à impacter les budgets de nos locataires. Voilà, et donc on a pris le parti d'aller sur un développement du vélo et de voir un peu les aménagements qu'on pouvait faire. Et sur ce sujet-là, vous avez aussi développé un outil dont on va parler maintenant, très pratique, hein, qui est un guide, guide à destination des bailleurs et des maîtres d'ouvrage, un guide de bonne pratique sur l'aménagement des locaux vélos. Comment est-ce que vous avez initié ce guide et comment vous avez réussi à réunir finalement les différents acteurs pour produire un guide de bonne pratique autour de cette problématique qui est importante? Du coup, on a eu, c'est à l'initiative de la ville de Sceaux, une ville du sud du département des Hauts-de-Seine, qu'on a été sollicité. Cette ville, c'est une ville moyenne qui est classée pratiquement chaque année comme la ville la plus cyclable en France. Et donc la ville avait réuni un ensemble de partenaires autour de la mobilité. Pour les citer, il y avait Vélab, Solicycle, Sustainable Mobilities et Cocyclette. Et donc, ils ont proposé, la ville avec ses partenaires, de travailler avec les bailleurs sociaux de la ville autour de, la possibilité de faire évoluer les locataires dans leur mode de déplacement, en particulier en faveur de la pratique du vélo. Donc, on a eu une période d'études, en particulier sur un bâtiment, où on a essayé de voir quels étaient les freins à la mobilité au niveau d'un immeuble. Ensuite, on a essayé de travailler et de voir comment on pouvait lever ces freins, donc à voir comment on pouvait aménager les locaux vélos sur des détails très pratico-pratiques et de faire en sorte que nos locataires puissent, le matin en partant au travail, voilà, prendre leur vélo de manière assez simple et assez facile. Donc par exemple, on s'est questionné sur le positionnement du local vélo dans le rez-de-chaussée de l'immeuble, voilà, pour éviter d'avoir à passer 3 portes de hall. On a essayé d'étudier les équipements. Donc, pour accrocher un vélo, il faut plutôt avoir un équipement de type arceau ou A pour bien attacher son vélo à 2 points. Voilà, on s'est posé la question de l'éclairage, de tout ça. Voilà, donc on a développé tout un guide méthodologique sur l'aménagement du vélo, et on a pensé un label résidence cyclable qu'on va essayer de déployer sur l'ensemble du patrimoine. Et ce guide, il est intégré au process des bailleurs et des maîtres C'est d'ouvrage. ça, c'est ça. Et est-ce qu'il peut l'être aussi est-ce qu'il peut s'essaimer? Est-ce qu'il peut l'être sur d'autres territoires? Nous, en tout cas, on travaille pour Action Logement et pour Séquence, donc on a déjà tout un travail en interne d'acculturation. C'est-à-dire qu'on doit déjà convaincre tous les chefs de projet réhabilitation ou maîtrise d'ouvrage d'intégrer ces préconisations. Voilà, en sachant que on s'est basé forcément sur le guide de la Fédération des usagers de la bicyclette, et donc on a essayé de respecter au cordeau ces préconisations. Et il y a un vrai besoin d'acculturation sur ce sujet. Alors, c'est plus le sujet du vélo ou c'est sur le sujet global de la mobilité? Parce que vous avez aussi d'autres projets ou d'autres intégrations de systèmes d'autopartage, etc. Mais est-ce que sur ces sujets de mobilité, quel est le degré et le besoin d'acculturation de la part des acteurs de votre domaine? Je pense notamment aux services de gestion, c'est-à-dire qu'ils sont généralement sur nos patrimoines.
les locaux vélos, c'est des locaux un peu délaissés, c'est-à-dire ils sont souvent encombrés, il n'y a pas eu de gestion optimum de ces locaux, les clés se sont un peu perdues à droite à gauche, et du coup, ça favorise pas quelqu'un qui veut aller au travail quotidiennement avec son vélo. S'il n'a pas quelque chose d'un peu clair, avec un service assez performant, ça va peut-être l'amener à déménager, voilà, et à voir pour aller autre part. Et donc, ça fait partie d'une stratégie où effectivement, on doit maintenant prendre en compte ces aspects-là dans nos aménagements. Merci beaucoup pour cette présentation et vos initiatives. Nous allons maintenant parler de l'accès à l'emploi, même si cette question était en filigrane depuis le début de notre conversation collective, à travers notamment les trajets domicile-travail. On a déjà beaucoup parlé de cette question de l'emploi. C'est finalement le point commun qui relie cette question de l'habitat et de la mobilité, c'est l'emploi. Et nous allons le faire avec vous, Victoria Basurto. Bonjour. Vous êtes responsable recherche évaluation à l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Un mot peut-être pour rappeler ce qu'est le dispositif Territoire Zéro Chômeur. Il vise à embaucher des chômeurs éloignés de l'emploi depuis au moins 12 mois. Je parle sous votre contrôle. Les personnes accompagnées sont employées en contrat à durée indéterminée par des entreprises dites entreprises à but d'emploi. Un dispositif qui s'inscrit à l'échelle de petits territoires et qui repose dans son organisation, on va en parler, sur des comités locaux qui ont un rôle assez important à jouer. Comment finalement se pose la question de la mobilité quand sur ces territoires zéro chômeur, vous souhaitez justement développer une entreprise à but d'emploi? Comment est-ce que cette question, vous l'intégrez dans le déploiement de votre dispositif? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et nous permettre de partager dans une réflexion transversale aussi nécessaire qu'urgente du point de vue du logement, de l'emploi ou d'autres besoins des nous toutes et tous. Juste peut-être préciser le projet, donc Territoire Zéro Chômeur de longue durée, est un projet qui cherche à créer de l'emploi, ou plutôt qui va permettre d'accéder au droit à l'emploi, parce qu'il s'agit d'une question du droit à l'emploi à toutes et tous sur un territoire. Donc, pour répondre à la question de comment on intègre la question de la mobilité, c'est qu'on ne l'intègre pas, puisque ce qu'on mobilise, c'est l'emploi et pas les personnes. Donc, c'est toute la différence par rapport à la question de l'économie classique. Alors, quand on parle de la question du droit à l'emploi territorialisé, on parle de quoi? On parle déjà d'un territoire qui s'inscrit dans une échelle entre 5 000 et 10 000 habitants. Donc, on parle d'une petite entité qui peut être à la fois un quartier, un secteur d'une communauté de communes, etc. Et dans lesquels les acteurs du territoire se portent volontaires. Donc, c'est un projet basé sur le volontariat, tant pour le territoire, les élus, comme pour les personnes. Et donc, sur la base de ces volontariats, on imagine on veut mettre en place le projet du droit à l'emploi et comment on fait. Donc, dans les comment on fait, il y a plusieurs étapes. La première sera déjà de se poser la question de se dire est-ce qu'on veut ou on ne veut pas. Si on veut, avec qui, et dans la question de avec qui, évidemment, il y a ce qu'on appelle au sein du projet les personnes privées durablement d'emploi. Alors, pourquoi on ne parle pas des chômeurs? Puisque la question de la privation d'emploi, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Donc, comme on disait donc, au début du webinaire, une question plus systémique que de choix individuels. Donc, la question de la privation d'emploi. Donc, on va aller chercher les personnes qui se considèrent privées durablement d'emploi et on va les mobiliser, travailler avec elles. Donc, première mobilisation ou première notion de mobilité chez nous, ça sera sur la capacité qu'on donnera à tout et chacun de pouvoir participer à la transformation de son territoire.
donc la mobilité conçue d'une façon autre que la question du déplacement, et qui est fondamentale aujourd'hui pour permettre à ces personnes de récupérer la confiance, de se remettre encore sur le chemin du relationnel, de l'emploi, etc. Donc ça, c'est le premier choix. La deuxième chose, c'est que on va aller chercher le partenaire du territoire. C'est qui ces partenaires? Eh ben, ça va être le service public de l'emploi, ça va être les entreprises du territoire, les associations qui travaillent auprès des publics précaires, les secteurs de l'insertion par l'activité économique, etc., etc. Donc, il y a une deuxième mobilisation qui se met en place, donc qui est celle du territoire, de l'ensemble des acteurs du territoire, qui vont s'asseoir autour de la table dans l'organisme pilier du projet au niveau du territoire, qui est donc le comité local pour l'emploi. Donc, dans ces comités, on va imaginer des façons transversales ce qu'est la privation d'emploi et comment on peut faire pour répondre aux besoins d'emploi sur le territoire. Et donc, c'est là où la question se pose, à savoir à partir de quoi peut-on créer une activité qui puisse donner lieu à un emploi. Alors, ce qui se passe sur les territoires, c'est que en identifiant ces besoins, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'emplois non pourvus ou pas assez, en tout cas sur les territoires, dans lesquels on va pouvoir se positionner. Il faut savoir que dans un projet territoire zéro chômeur, il y a plusieurs conditions pour mettre en place une entreprise à but d'emploi. Et donc, la première est celle de la mobilisation territoriale. La deuxième est donc la non-concurrence. Et la troisième est le côté territorial des activités. Donc, je suis désolée, je suis un peu longue pour arriver de votre question, mais je me dis que si j'y vais trop vite, ça ne sera pas forcément très compréhensible. Mais vous y avez répondu, c'est-à-dire que finalement, on efface la problématique de la mobilité par la proximité. J'ai presque envie de faire réagir Caroline Gallès, parce que vous avez beaucoup travaillé, Caroline, sur cette question de l'accessibilité et de la proximité. Pardon. Oui, en effet, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi. Alors, justement, pour sortir un peu d'une vision de l'accessibilité qui est très souvent réduite à la question de la facilité d'accéder à un lieu, mais bien de renvoyer à une vision beaucoup plus transversale qui, en fait, concerne à la fois la configuration spatiale des activités, mais également tous les facteurs individuels qui fait que l'on peut plus ou moins facilement accéder à ces aménités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et pour moi, quand j'étais dans cette discussion autour de l'ambiguïté du droit à la mobilité, je voulais insister aussi sur l'idée qu'on pourrait passer du droit à la mobilité à l'équité d'accès aux ressources, donc ce qui permet d'élargir complètement la problématique et de ne pas s'en tenir à l'idée selon laquelle finalement les besoins de mobilité sont donnés et donc il faut y répondre et les satisfaire, mais plutôt renverser complètement les choses en réinterrogeant finalement la manière dont on peut à la fois éviter de continuer à augmenter et favoriser la dépendance à la mobilité, hein, donc en termes de déplacements engendrés, et puis agir effectivement. Alors agir, ça veut dire effectivement remettre la question de la proximité au cœur de l'analyse, mais là, bon, je n'aurai pas le temps de développer ce point. Il me semble que là-dessus, il y a aussi à se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette proximité, où est-ce que l'on doit l'assurer, et pas forcément justement dans une approche purement spatiale des choses et enfermante, mais bien plutôt dans une approche relationnelle, en fait, qui prend en compte et respecte la manière dont chacun et chacune d'entre nous a bâti son réseau relationnel. Voilà. Donc, désolé, c'est un peu rapide. Merci beaucoup. De votre côté, Guillaume Arsac, vous avez aussi un point de vue un peu différenciant, différent sur la question de la proximité, de l'urbanisme de proximité, c'est ça? Oh, j'aurais peut-être pas, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ce rapport à la proximité est effectivement extrêmement important. C'est-à-dire que on voit bien que dans la vie quotidienne,
on ne peut pas faire métropole, on ne peut pas faire société urbaine en se basant uniquement sur des flux pendulaires de longue distance, cette injonction permanente à la mobilité dans tous les sens. Pour autant, il est vrai aussi que dans nos exercices de planification, on essaie ces derniers temps de réinterroger quand même un peu, je vais reprendre le mot d'image d'Épinal que je mentionnais tout à l'heure, sur la proximité ou cette notion d'essayer d'avoir tout en un quart d'heure. Alors, est-ce que c'est en 10 minutes, en 20 minutes? Bon, on parle souvent de la ville du quart d'heure en ce moment, donc voilà. Pour avoir tout sous la main, entre guillemets, en s'interrogeant quand même sur la différenciation des territoires et des résidents. C'est-à-dire que là où on peut imaginer une ville du quart d'heure dense, intense, très orientée sur des équipements socioculturels pour certaines catégories de population, dans des agglomérations, dans des métropoles, dans des petites villes, basées sur des emplois productifs, basées sur des emplois de l'économie présentielle, basées sur voilà, le fait que tout le monde ne soit pas forcément cadre en télétravail. Cette notion de ville du quart d'heure ou d'une focale trop orientée sur la seule proximité avec un grand P interpelle aussi parce qu'au final, elle peut aussi compartimenter ou contribuer à compartimenter un peu le territoire, en considérant que finalement, on peut avoir dans un micro-bassin de vie une espèce de petite ville ou de petite centralité idéale ou de vie de quartier idéale. Voilà, c'est évidemment très intéressant d'un point de vue urbanistique. Pour autant, ça ne correspond pas forcément à tous les besoins, toutes les représentations des catégories de population. Et c'est en ça qu'effectivement, on est à la fois, alors c'est parfois un peu schizo, hein, on est à la fois dans les exercices de planification, dans la promotion des courtes distances, et notamment sur les motifs contraints, hein, pouvoir aller à l'école autrement qu'en drive, en voiture, puis en drive avec des enfants jetés par leurs parents depuis la portière de la voiture. Je caricature, mais voilà. Ou de la même manière, devoir prendre une voiture pour aller travailler ou trouver des solutions de mobilité de longue distance, voilà, c'est évidemment un sujet. Pour autant, attention aussi à cette proximité quand elle est abordée sous un angle peut-être un peu trop idéalisé et qui nous éloigne ce que j'appellerais la vraie vie des vrais gens, si vous me permettez l'expression. Merci Guillaume. Je vais vous redonner la parole, Victoria. Peut-être pour réagir aussi à ces questions justement de cette notion de proximité. Moi, ce qui m'intéresserait aussi peut-être pour conclure, c'est d'en savoir plus sur ces comités locaux pour l'emploi, parce que vous êtes vraiment là dans une approche très transverse. Qui y participe et comment est-ce que ça fonctionne? En fait, quand on est dans la logique de la mobilité, on part des proximités de services. Dans la question de l'emploi, la question, elle ne se pose pas de cette façon-là, ou en tout cas, dans le projet, elle ne se pose pas comme ça. Elle se pose plus d'un point de vue d'une connaissance assez précise du territoire. C'est pour ça que l'entité territoire chez nous, elle est si petite, entre guillemets, pas parce qu'on souhaiterait faire des silos ou des micro-territoires idéaux ou tout ce qu'on veut. Hein. Enfin, j'ai caricaturé un peu sur ce qui a été dit, mais c'est parce qu'on considère que c'est une entité qu'on peut appréhender, qu'on peut mieux connaître et dans laquelle on peut davantage mobiliser son réseau, les partenaires, on peut mieux connaître aussi les enjeux, ce qui se joue aussi en termes de l'emploi, des besoins du territoire et des citoyens et citoyennes. Donc, c'est ça qui est intéressant. En fait, plus que la notion de proximité, c'est de dire de quoi a-t-on besoin, en fait, dans ces territoires, on veut expérimenter et surtout pas dans une logique descendante. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté dès le départ sur on n'est pas un dispositif, on est un projet. Donc, un projet qui s'est co-construit entre tous les partis. Ces comités locaux pour l'emploi, sa mission principale, c'est les consensus locaux. Donc, si les gens ne sont pas d'accord, on ne peut pas y aller. Donc, effectivement, c'est compliqué. Mais pour que tout le monde trouve un intérêt, c'est que tout le monde a pu aussi identifier une réponse à ses besoins. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le projet. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous en train de répondre à un besoin du territoire, des personnes qui y habitent, et on propose aussi des solutions des uns et des autres
pour y répondre. Donc, on ne va pas aller dire aux gens du territoire, on a trouvé ça pour vous. On va aller plutôt lui dire, est-ce que ça vous intéresse d'y participer et comment croyez-vous qu'on peut transformer cet outil territoire zéro chômeur au service de la politique locale, que ce soit en matière écologique, en matière des mobilités aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à but d'emploi qui proposent des solutions de mobilité, pas forcément pour les salariés, mais pour le reste de la communauté où l'OBE est implanté, mais qui s'en sert dans la politique publique parce que ça permet aussi de trouver des solutions, par exemple pour les stagiaires ou jeunes qui sont dans un foyer des jeunes, mais qui n'ont pas de possibilité d'accéder à un stage parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Enfin, voilà. Donc, comment est-ce qu'on commence enfin à regarder cette question en sortant, comme disait Madame Gallès, des approches sectorielles, et ça vaut pour la mobilité, mais ça vaut aussi pour l'emploi. Et on imagine que voilà, les solutions qu'on peut trouver aujourd'hui, pour qu'elles puissent répondre à la réalité auquel on fait face, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir les regarder sous beaucoup de prismes en fait, et qu'on soit aussi en mesure de dialoguer, alors qu'on n'est pas tout à fait habitué à le faire entre, dans notre cas, les services publics de l'emploi, les élus, les associations, les personnes privées d'emploi, les entreprises locales. Et donc, à partir de là, comment on contribue à trouver ces solutions. Merci beaucoup, Victoria Bazzuto, pour votre éclairage. Caroline Gallet, je crois que vous allez devoir nous quitter. Merci beaucoup d'être intervenue lors de ce webinaire. Sandrine Déborah, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, il m'en reste une avant de conclure notre webinaire. Une question que je vais poser à chacun de nos invités, ce sera la même. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Non, celles qui étaient posées ont trouvé une réponse dans le chat, donc j'invite tout le monde à les consulter. Il y avait notamment d'autres questions sur les données, le type de données qui sont intégrées dans les outils, dans les différents outils qui ont été présentés, et puis quelques questions à Caroline Gallès aussi, auxquelles elle a gentiment répondu. Donc j'invite tous les participants à consulter le chat. Merci beaucoup, Sandrine. Quelles actions concrètes, quelles réflexions faut-il mener, selon vous, pour encourager une mobilité plus inclusive dans les projets d'urbanisme? C'est avec cette question qu'on va terminer ce tour de table croisé. J'ai peut-être laissé la parole à Pierre Taillant pour... je crois que vous l'aviez déjà évoqué tout à l'heure, Pierre, hein, quand vous disiez qu'il fallait décloisonner pour être à des échelles plus pertinentes. Je crois que la question aussi du temps court et du temps long font partie des problématiques que vous souhaitiez soulever. Oui, c'est ça, oui. Je pense qu'on a évoqué beaucoup de solutions et beaucoup de pistes de réflexion là aujourd'hui. On voit bien les réponses, elles sont souvent dans l'urgence, hein, qui sont apportées aux différentes situations, notamment pour les ménages, pour les particuliers qui peuvent connaître des difficultés. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut s'inscrire. Les actions qu'on a évoquées doivent s'inscrire dans le temps long. Il y a des notions là dont on discute beaucoup, hein. En ce moment, on parle, je pense à Sylvain Grisot et sa notion de l'urbanisme circulaire qui dit qu'il faut réparer la ville, il faut l'adapter. Moi, j'aurais envie de dire aussi, il faut aussi réparer les mobilités quelque part, il faut les adapter. L'ADEME avait travaillé, hein, sur cette notion de territoire inclusif en 2020, et justement un territoire plus inclusif, c'est un territoire qui est en processus d'amélioration continue. Donc il faut essayer de jouer sur les deux leviers, essayer d'adapter la ville. Hein, on le sait, 80% de la ville de 2050 existe déjà. Donc il y a des choses qui sont figées, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, mais bien sûr, les solutions soutenables sont celles qui vont fonctionner sur le long terme et qui vont poser des bases solides. Merci Guillaume Arsac, même question. Quelle réflexion, quelle action concrète, selon vous, à mener pour encourager justement cette mobilité plus inclusive dans les projets d'urbanisme?
Bon, la question est vaste. Moi, je me limiterais peut-être à deux idées. L'une un peu orientée urbanisme et planification. Le zoning, hein, c'est-à-dire cette pratique très fonctionnaliste dans lequel depuis, en gros, l'après-guerre, les gens de notre profession ont contribué à faire des zones que commerciales, que industrielles, que tertiaires, que résidentielles, etc. Je pense que c'est quand même quelque chose qui pour le moment résiste à beaucoup de choses, mais sur lequel il faut essayer modèle qui est un peu dépassé, qu'il faut essayer de dépasser. Voilà, je pense que ça c'est quand même voilà, ça, je pense enfoncer un peu une porte un peu fermée quand même, parce que tout le monde en parle, mais ce zonage très fonctionnaliste continue à prédominer. Et puis peut-être une deuxième réponse, plus orientée mobilité, sur quelque chose qu'on a finalement assez peu évoqué encore là, c'est la question non pas de développer des offres de mobilité, mais de mieux utiliser celles qui existent. Et juste un mot, la tarification. Aujourd'hui, les lois de ces dernières années ont rebattu un peu les cartes des compétences et aujourd'hui, les régions d'une part, les communautés urbaines d'agglomération, métropole d'autre part, ont quand même davantage de compétences rassemblées. Par la tarification, on peut aussi faciliter un peu l'inclusion. Alors pas forcément, encore une fois, des mobilités de très longue distance, mais voilà, à Saint-Étienne, les jeunes, les personnes âgées, les personnes précaires se déplacent pour 10 € par mois. Je ne dis pas qu'il faut renforcer ça partout, mais voilà, par la tarification, sans créer 1 € de dépenses publiques supplémentaires en offre de transport, voilà, l'abonnement au service de vélo en libre service de la métropole, il est gratuit depuis le Covid. Donc, je ne suis pas là pour vous dire la gratuité. Par contre, avoir une politique de tarification ciblée sur les personnes qui ont des enjeux de coût, voilà, sans créer d'offres, on peut renforcer l'usage et donc la desserte finalement de ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Merci Guillaume Arsac. Roselyne Conan, je vous laisse peut-être quelques minutes pour nous dire ce qui vous semble pertinent d'action à mener, ou en tout cas de réflexion à avoir. Je pense qu'il y a des enjeux de planification, hein. C'est vrai que chacun pourra contribuer à éclairer ces sujets de planification et d'organisation. Alors nous sommes orientés très ménage et c'est vrai que l'accès à l'information, quelquefois, n'est pas forcément totalement plein et entier. Et c'est vrai que quelquefois, des opportunités, des aides, des pistes, finalement, ne sont pas creusées ni utilisées par les ménages par défaut d'information. Le non-recours aux aides au logement, par exemple, c'est encore un sujet au cœur des réflexions de la Caisse d'allocation familiale. Donc c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et je pense que tous collectivement, on est tous des porteurs d'informations, et chacun à notre échelle, chacun dans nos sujets. Mais c'est vrai que ces moments de partage et justement de collectif où on va pouvoir partager aussi les informations de nos collègues, je pense, sont des moments qui sont utiles. Et puis on va se faire le vecteur, enfin, en tous les cas, moi sur l'outil IMOB, je vais me faire le vecteur de ce type d'outils. Et voilà, ce sont des moments qui sont importants et utiles que vous puissiez organiser justement pour favoriser la mobilité. Merci Roselyne Conan. Christophe Ferrara, vous avez beaucoup parlé vous avez dit que la mobilité n'est pas vraiment dans l'ADN des bailleurs et qu'il y a cette problématique de l'acculturation. Je ne sais pas je vous laisse la parole. C'est vrai que pour les bailleurs sociaux, c'est plutôt de savoir comment. Alors, Action Logement a une particularité, c'est quand même, alors leur slogan, c'est le trait d'union emploi-logement. Du coup, nous, ce qu'on peut faire en tant que bailleur, c'est vraiment travailler sur ce départ de l'immeuble pour partir vers l'emploi ou vers d'autres activités. Là, on a travaillé sur le vélo, mais on a aussi d'autres projets qui se font avec d'autres partenaires. On travaille avec des garages solidaires en Île-de-France, par exemple, avec Mobilhub sur Plaine Commune, ou avec le garage solidaire Essonne Mobilité. Et avec eux, on essaye de voir comment on peut sensibiliser nos locataires sur les questions de mobilité, comment essayer d'analyser leurs pratiques et de voir en fonction de leur lieu d'habitation comment on peut voilà, les aider
à trouver des solutions pratiques et équilibrées. Voilà. Après, forcément, sur le pied d'immeuble, on va réfléchir, on réfléchit beaucoup encore à des offres de services, mais ça va être le covoiturage, les vélos en partage, voilà, essayer de peut-être trouver des solutions, en tout cas à notre échelle, et puis essayer de travailler sur l'ouverture avec les acteurs du territoire. Merci beaucoup, Victoria Baziotto. Je vous laisse conclure ce tour de table. Je crois qu'on en avait déjà parlé, hein, mais j'ai bien compris le défi pour vous, c'est cet enjeu de complémentarité et de connaissance. Tout à fait. Mais je reviendrai, en fait, je pense que le tour des présentations et des inquiétudes de tout et chacun, et de certaines de ceux qui nous écoutent et nous voient, c'est le point commun des territoires. Et je pense que l'échelle territoriale est une échelle très pertinente quand il s'agit de créer des solutions et d'adapter au mieux aux besoins de son développement économique, d'urbanisme, etc., et aussi d'emplois et d'imaginer en fait des solutions pour répondre à ses propres besoins. Alors, est-ce que ça empêcherait, je voyais une question, des possibilités de faire à grande échelle. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment continuer dans des logiques des grandes échelles, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer des principes généraux qui puissent, pourquoi pas, être adoptés, adaptés et développés en fonction de besoins de tout et chacun. Je pense que c'est plutôt vers ça que j'ai un peu les sentiments qu'on a tous besoin de se diriger aussi. Merci beaucoup, Victoria, Sandrine. Peut-être pour terminer, on arrive à la fin de ce webinaire et de toutes ces interrogations liens entre urbanisme et mobilité. Y a-t-il peut-être des dernières questions ou une remarque? Non, il y a des commentaires. Il y avait une question sur les actions plutôt en milieu rural, parce qu'effectivement, les exemples qui ont été cités, pris, étaient plutôt sur des milieux urbains. Et du coup, quelques exemples qui ont été cités sur évidemment le développement des mobilités actives, réseau marchable, réseau cyclable, pédibus. Pensez aussi aux personnes, en tout cas à réfléchir à partir des problématiques des personnes ayant un handicap pour être dans cette logique d'accessibilité et d'universalité. Et puis un exemple Eurocyclage de recyclage.org d'action sur du vélo, mobilité active en territoire peu dense, avec un lien qu'on pourra remettre aussi, qui restera, j'imagine, dans la vidéo et qu'on pourra partager par ailleurs. Absolument, toutes ces ressources, vous les retrouverez évidemment sur le site Tous Mobile avec la vidéo en replay. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants de cette table ronde, de ce webinaire, tous les participants. Vous remercier de votre temps et de tous ces échanges et de toutes ces réflexions qu'on a eues pendant 1h30. Et puis vous donner aussi un rendez-vous pour l'épisode 10. Nous aurons passé l'été. Ce sera le 4 octobre 2022 avec un sujet pour notre prochain numéro important pour la question de la mobilité solidaire. Quelles pistes pour des modèles économiques pérennes? Ce sera donc le prochain rendez-vous. Merci à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à ce rendez-vous des webinaires Tous Mobiles. Bon après-midi.